Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, jour de grève ou pas, Laurent Dubois. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour Patrick. Alors la contestation s'installe un peu partout en France, comme dans notre région. Retraités, étudiants, cheminots, fonctionnaires ou salariés du privé, le printemps promet d'être chaud. Est-ce le prix à payer pour réformer? Nous en débattons cette semaine, avec nos invités, 2 élus et 2 syndicalistes. Monique Iborra, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Haute-Garonne. Autre député avec nous, Aurélien Pradier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Lot. Face à vous, 2 syndicalistes, donc Cédric Cobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UDCGT de Haute-Garonne. Et puis Grégory Martin, bonjour à vous. Bonjour. Vous représenterez la CFDT, dont vous êtes le secrétaire général en Occitanie. Alors avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs, on écoute celle des citoyens, comme c'est la tradition ici, Laurent, des citoyens que vous êtes allés interroger dans les rues de Pamiers, en Ariège, image signée Vincent Albinet. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait une grogne sociale? Oui, complètement. Il y en a sérieusement marre de se faire taper dessus. Ouais, il y en a marre. Tout augmente et non. À un moment donné, il faut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils arrêtent de mettre des œillères. Les retraites n'ont pas augmenté depuis je ne sais pas combien d'années. Là, maintenant, on nous ponctionne avec la CSG. On perd du pouvoir d'achat alors qu'on a travaillé toute notre vie. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un tape un petit peu du poing sur la table en disant il faut changer tout ça, il faut réformer tout ça. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Le monde n'est plus ce qu'il était. Moi, je pense qu'il y a eu des réformes à faire depuis longtemps qu'on n'a pas fait. Et maintenant, on se trouve au pied des murs, il faut les faire, voilà. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement doit tenir bon face à cette contestation? Moi, je dis il faut tenir bon. Parce qu'on a trop été laxiste pendant longtemps. Et à mon avis, il faut tenir bon. Alors changer, réformer, mais quoi? On en débattra en seconde partie d'émission. Mais tout d'abord, retour sur cette première manifestation, celle des fonctionnaires, jeudi dernier. Est-ce le premier test social? Est-elle révélatrice d'une vague de contestation qui monte ou pas, selon vous, Monique Iborra? Oui, je crois que c'est un mouvement social qui était prévu. D'ailleurs, toutes les organisations syndicales n'y s'étaient pas jointes. La CFDT, sur le problème des fonctionnaires, ne s'était pas jointe à cette manifestation. Et je crois que ce qu'on peut retirer là, c'est que finalement, aujourd'hui, en tout cas hier, c'était une manifestation tout azimut où il y avait la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État. C'était le fouillis, donc ça compte pas. Ça compte énormément, mais je veux dire que pour clarifier les réformes qui sont à apporter, il est évident que quand on s'adresse à la fonction publique hospitalière, on a des réformes qu'il nous faut porter, qui sont différentes de celles qu'on peut porter, en effet, dans la fonction publique d'État. On a bien compris. Pourquoi la CFDT n'a pas appelé à manifester jeudi dernier? Voilà des années que la CFDT elle tire la sonnette d'alarme sur les conditions de travail des fonctionnaires, sur les non-reconnaissances du boulot qu'ils exercent. Les fonctions publiques, vous savez, c'est un accord entre la population et l'État par l'impôt. Et aujourd'hui, on voit que l'État ne remplit pas sa part. Ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme, il ne se passe rien, il est normal. Mais est-ce que c'est pire actuellement ou est-ce que Hollande, Macron, même combat? Mais c'est pas une histoire de Hollande ou Macron, c'est une histoire de gens qui bossent tous les jours pour rendre des services à la population et qui disent eux-mêmes que ces services, ils n'arrivent plus à les rendre parce qu'il y a des restrictions budgétaires, parce qu'il y a des emplois qui ne sont pas remplacés quand on part à la retraite, parce qu'on bosse 14 heures d'affilée dans un EHPAD et qu'ensuite on ne peut pas récupérer 16 heures parce qu'il n'y a pas de collègues pour faire le boulot. C'est tout ça qui se passe dans les fonctions publiques. Donc la question n'est pas simplement une manifestation, mais comment la CFDT, dans tous les services de l'État, elle est capable de prendre les revendications des salariés et de les monter dans les phases de concertation qui sont menées par le gouvernement pour essayer de peser sur la situation des agents. C'est plutôt vous la concertation que la rue. Mais c'est pas contradictoire, hein, sauf qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on fait parler des métiers des agents publics qui sont dans la grande difficulté. Or, les manifestations, parfois, elles n'amènent pas à ce qu'on comprenne bien, que les citoyens comprennent bien quelles sont les difficultés réelles que vivent nos agents des fonctions publiques. Cédric Cobert, la CGT, par contre, était dans la rue, appelé à manifester. C'est le test social que vous attendiez, vous? La CGT était dans la rue, appelée à manifester jeudi, et c'est dommage que vous n'ayez pas été là, parce qu'on aurait vu que les organisations syndicales sont unies, y compris des syndicats CFDT, mais sur un spectre très large, aussi bien le public, puisque c'était eux principalement qui appelaient à manifester, mais également le privé, et aussi bien la jeunesse que les retraités. C'est ce que j'ai essayé de laisser entendre dans l'introduction. On compare à
à tort ou à raison, ce mouvement de celui de 1995 et de la fameuse réforme Juppé, Aurélien Pradier? Je ne sais pas très bien, parce qu'en 95, je n'étais pas très grand. Eh oui. C'était vos amis au pouvoir quand même. Madame Iboura, j'étais né, vous l'étiez aussi depuis plus longtemps que moi, mais moi j'étais né. Et en l'espèce, je n'ai pas de comparaison à faire avec l'époque d'Alain Juppé. Ce que je sais en revanche, c'est que je ne suis pas certain que ce soit seulement une grogne. Et je ne suis pas certain qu'il faille négliger, voire mépriser celles et ceux qui aujourd'hui expriment une colère. Parce que la vérité, c'est que la réforme est sûrement nécessaire aujourd'hui, mais la question c'est est-ce qu'elle est juste et est-ce qu'elle est respectueuse? Et le fond de l'affaire, à mon sens, il est là. Moi, je n'étais pas en accord avec l'ensemble de celles et ceux qui ont manifesté hier. Mais ce sur quoi je les rejoins, c'est que je trouve que le ton du pouvoir actuel est un ton de mépris et de condescendance qui s'installe de plus en plus. C'est juste un problème de ton et de forme, c'est pas le fond. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce qu'en politique, le ton et la forme dit beaucoup du fond. Et en l'espèce, je trouve que le président de la République, je trouve que le pouvoir actuel a une condescendance qui, pour moi, annonce des temps durs et des temps injustes à l'égard des Françaises et des Français. Pour qu'il y ait une convergence des luttes, il faudrait qu'il y ait une convergence des problématiques, et ce n'est pas le cas. C'est ce qu'a déclaré Agnès Buzyn. Alors, est-ce qu'on est concrètement sur des mobilisations très corporatistes ou est-ce qu'il y a véritablement un mouvement commun, des valeurs communes qui se manifestent dans la rue? Ce qu'on vit dans le pays actuellement, c'est des difficultés que vivent les salariés ou que vivent les agents publics, par exemple. Elles ne sont pas de même nature, c'est très vrai. Et donc, il faut être capable d'être très précis dans les revendications si on veut gagner des choses de la part du gouvernement. Mais il y a un truc qui est vrai. C'est que sur la méthode qu'utilise le président Macron, on a vraiment le sentiment que le président Macron gouverne tout seul, décide tout seul des réformes qu'il faut faire. Il y a des concertations, c'est vrai, d'ailleurs la CFDT y participe, comme d'autres organisations syndicales, mais qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Sur la formation professionnelle, il y a eu un accord national des organisations syndicales, et puis ensuite, on revient dessus sur la gouvernance et les finances. Sur l'UNEDIC, il y a eu un accord national vous avez une des ligne organisations directe, syndicales. avec le ministère du Travail, vous arrivez à avoir des interlocuteurs? Bien sûr qu'on a des interlocuteurs, mais la vraie question, c'est que M. Macron, je vous le dis encore une fois, il décide seul, et en plus, nous avons une situation où la croissance revient, mais en même temps où 87% des offres d'emploi de Pôle emploi sont des offres en CDD par exemple, et où depuis des années, des tas de gens sont éloignés du marché du travail, ils n'en trouvent pas. Donc il y a une urgence sociale à laquelle aujourd'hui le gouvernement, par sa méthode, a du mal à répondre. La méthode d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Monique Iborra? Jusqu'à présent, j'entends surtout la forme et j'entends pas le fond. Et moi, je voudrais parler du fond. Si les fonctions publiques aujourd'hui, dans leur diversité, sont où elles en sont, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réforme. C'est parce qu'on a mis la poussière sur le tapis, parce qu'on a fait des petites réformes avec un objectif purement comptable et qu'on a fait du rabot sans faire, je voudrais finir... On a bien compris ça. Mais oui. Est-ce que la méthode de dialogue est la bonne? La méthode pour concerter... Il faut avoir envie de dialoguer. Or, on dit les syndicats ne veulent pas dialoguer. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que la manifestation d'hier, en tout cas pour ce qui concerne la SNCF, eh bien, c'est une manifestation qui, à mon avis, avait sans doute et a sans doute des raisons d'exister, mais les négociations ont commencé déjà au ministère des Transports depuis un certain temps. Elles sont prévues pendant 2 mois. Donc ça ne sert à rien d'allumer la mèche tout de suite, c'est ça ce que vous voulez dire? Ça sert probablement à montrer ses muscles, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de concertation. C'est ça que je veux dire. À part la représentante du gouvernement sur le plateau, tout le monde est d'accord pour remarquer que la contestation est générale et il y a un problème de méthode, un problème de forme. Mais le fond est très important parce que discuter, tout le monde veut discuter. Discuter dans des bonnes conditions, très bien, mais encore faut-il avoir quelque chose à discuter. Et que le fond, ce soit les revendications des salariés, les attentes de ces salariés, de ces retraités, de ces jeunes, dont le pouvoir d'achat continue de baisser et comprimé par les entreprises, baisse dans la fonction publique. Oui. Donc les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. À la SNCF, est-ce que vous pensez qu'à la SNCF, il y a une vraie marge de négociation pour vous? Mais non seulement il y a une marge de négociation, mais sur la base de propositions que la CGT avait fait bien avant le rapport Spinetta, on a fait une vulgarisation, si jamais, pour ceux qui auraient du mal si on négocie sur la base des revendications qui sont celles qui sont constituées par ceux qui connaissent le mieux la profession, ce sont ceux qui y travaillent quand même, et puis les usagers. Parce que les adhérents des syndicats sont d'abord des usagers. Évident. Nous avons 15 000 usagers adhérents à la CGT en Haute-Garonne. Donc quand on parle des services publics, on sait un peu de quoi on parle. Et on parle en tant qu'organisation et pas en tant qu'idéologue. Mais la méthode, ma chère collègue, elle est capitale.
Moi, je conteste le plus fermement qui soit cette attitude qui consiste à donner des leçons. D'abord, pardon, sans vouloir être désagréable, sans vouloir être désagréable, il y a bien des années que vous étiez en responsabilité sous d'autres horizons politiques, puisque vous étiez socialiste à l'époque. Et je trouve ça assez surnaturel que du jour au lendemain, vous incarniez celle qui peut aujourd'hui donner les leçons que vous ne vous êtes pas appliquées depuis des décennies. Mais c'est mon avis, tout le monde. C'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le débat aujourd'hui. Chère madame, ça a à voir. Ça a à voir parce que quand on veut détenir la vérité et quand on prétend être aujourd'hui à la pointe de la modernité et de la rénovation, il faut avoir eu le parcours qui permet de le démontrer. Ce que je veux dire par là, non, parce que je vous dis, je suis élu depuis, j'ai été élu depuis bien moins de temps que vous. Mais méprisez, ne méprisez, ma chère collègue. Allez-y, continuez. Aurélien Pradié. C'est tout à fait d'une élégance et d'une clarté extraordinaire. Je ne sais pas si c'était... Allez-y, terminez, Aurélien Pradié. Ce que je veux dire, c'est que cette attitude qui consiste à donner des leçons en permanence aux Françaises et aux Français est une attitude insupportable. Est-ce que vous pensez que M. Wauquiez n'en donne pas? Si on revient sur le vrai sujet. Rapidement. Le vrai sujet, c'est la méthode de dialogue. C'est la méthode de dialogue. Et la méthode de dialogue, elle me pose deux problèmes. D'abord, vous avez raison de dire que cette idée qui consiste à préciser qu'on a le droit de dialoguer dès lors que l'on est forcément d'accord, à mon avis, est déjà un petit problème. On dialogue. Vous dites n'importe quoi. Laissez-moi finir. Rapidement. On a le droit de ne pas être d'accord et le devoir de ne pas être d'accord. Mais au-delà de ça, mais soyez pas méprisante. Au-delà de ça, la vérité, c'est que même le Parlement est totalement méprisé. La vérité, c'est que le système ça, vous nous l'avez déjà dit ici, et je le redis parce que ça s'empire. Bon, on va en reparler de la méthode de négociation et surtout de ce sur quoi on peut négocier. Tout d'abord, donc on a vu la mobilisation dans la rue, mais aussi sur certains territoires, comme les zones rurales, on va là aussi en parler. Juste avant, cap sur Saint-Gaudens dans le Comminges, où une législative partielle vient de sanctionner le parti présidentiel. Alors Saint-Gaudens, territoire oublié et de contestation, élément de réponse avec Amélie Poisson et Jean-Pierre Duns. Le ouf de Joël Aviragnet. Le socialiste revient de très loin. Seulement 91 voix d'écart il y a 9 mois avec son concurrent d'En Marche. Aujourd'hui, sa victoire est sans appel, 70%. Mais d'où vient ce regain d'amour? Dans le Comminges, les nuages s'accumulent et l'orage n'est pas loin. Ici, un habitant sur 3 a plus de 60 ans. Les retraités sont les premiers à pester contre les réformes d'Emmanuel Macron. Une mesure en particulier passe mal, la hausse de la CSG. Pour eux, cela représente en moyenne 37 € par mois donnés à l'État. Moi, je perds presque 350 à 400 € par an, quoi. Cette année. Qui c'est qui aime perdre 400 € par an? C'est toute une augmentation de CSG, gasoil, etc. On a perdu au cours de ces dernières années pratiquement 20% de notre pouvoir d'achat. Et ça, c'est pas normal. Pour Bernard Loubet, le secrétaire de la CFDT locale, une impression d'injustice se propage. Il y a des classes qui ferment, il y a des postes qui ferment, il y a des services publics qui s'en vont. On a un sentiment d'abandon de la ruralité. Les gens le vivent très mal. L'abandon, symbolisé par ces bâtiments. Ici, à Aurignac, la perception a définitivement baissé le rideau. Autre inquiétude, le tribunal de Saint-Gaudens. C'est un long feuilleton, déjà fermé en 2010, puis rouvert en 2014 et de nouveau menacé. Une absurdité pour cet avocat qui loue le bon fonctionnement de cette juridiction, située à 100 km de Toulouse. On n'imagine pas une décision d'un juge d'affaires familiales qui intervienne 6, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, après une séparation difficile, avec des enfants au milieu, qui sont pris à partie par chacun des parents. Ici, on peut avoir une décision, en 2 mois, on a une décision du juge aux affaires familiales. Si on supprime le tribunal de grande instance, on supprime la matière familiale de tout le sud du département. Et ça, c'est pas possible. La garde des Sceaux aurait finalement garanti la pérennité du tribunal, mais sans plus de précision. Depuis 4 ans, Jean-Yves Duclos est le maire de cette ville où 10% de la population active est au chômage. Ça, c'est le premier employeur de la ville ? Non, c'est l'hôpital le premier employeur de la ville. D'accord. Mais bon, il y a quand même 300 employés, c'est quand même un site important. C'est vital. C'est vital, bien sûr. Pour cet élu, sans étiquette, le candidat En Marche a fait les frais des réformes nationales. Même s'il y a une abstention qui a été massive, on a pu voir en fait un fort recul du candidat de la majorité présidentielle. Avec, il est certain aussi, peut-être une grogne des personnes
qui ne sont pas venus voter. Un ras-le-bol silencieux, parfois bien plus difficile à sentir que les coups de vent du printemps. On va revoir le résultat de cette élection partielle du Comminges, 70-30 quasiment. Une sanction d'ores et déjà du gouvernement dans les urnes, selon vous, messieurs? Déjà 70% d'abstention quasiment. Déjà oui, aussi, donc une démobilisation. Les citoyens attendent de la politique autre chose que ce qu'on leur propose et qui ne sont certainement pas d'accord avec les contre-réformes appelées de ses voeux par Mme Iborra sur ce plateau. En tant que syndicaliste, quand vous voyez ces résultats, vous dites « je réagis en tant que citoyen, ça m'intéresse » ou en tant que syndicaliste, vous dites « c'est un point d'appui ». Ça prouve qu'éventuellement, le gouvernement est dans une mauvaise passe. Le point d'appui, c'est que jeudi, il y avait 800 manifestants à Saint-Gaudens. Pour Saint-Gaudens, c'est énorme. Voilà, ce qui témoigne bien de la force de contestation et aussi de cette mobilisation qui aspire à changer les choses. Et ce changement-là, ils ne l'ont pas trouvé dans les urnes. Aujourd'hui, c'est le mouvement social qui imposera que les revendications dont il a été fait état dans ce reportage soient imposées. Côté élus ruraux également, Aurélien Pradier, on en a déjà parlé dans ce magazine, il y a aussi là une colère qui monte par rapport à la préservation des services publics, non? Oui, il y a une véritable colère. La question, c'est qu'est-ce que l'on veut faire de ce pays? Est-ce que l'avenir de ce pays, ce sont seulement les métropoles et on abandonne les territoires ruraux? Est-ce que l'avenir de ce pays, c'est seulement l'effet de mondialisation, ceux qui gagnent ça, et tant tant pis pour pour dire la même chose, c'est des généralités. Peut-être, sauf que la réponse que nous apportons... qui va laisser tomber les Eh bien, je ne suis pas sûr de cela. Tout le monde n'a pas du tout la même vision. Et vous savez, aujourd'hui, on voit que la stratégie de développement du pays s'appuie très fortement sur les métropoles, très fortement sur la surmondialisation, très fortement sur une démarche ultralibérale à laquelle, moi, personnellement, j'apporte des réserves très grandes. Il faut que les territoires ruraux se prennent en main. C'est une certitude. Nous, dans le Lot, nous le faisons notamment sur l'école. Mais il faut que l'État, le gouvernement, soit capable de nous apporter des réponses. Et en l'espèce, aujourd'hui, nous n'avons pas ce répondant en face de nous. Et vous savez, c'est un danger, au-delà du danger électoral, c'est un danger considérable pour l'avenir du pays de creuser un fossé entre les territoires les plus urbains et les territoires les plus ruraux. Cette colère, pour moi, c'est la plus inquiétante. Il y a le gouvernement à Paris contre la province. Monique Iborra, vous qui êtes députée d'un territoire. Le gouvernement à Paris contre la province, ça date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Ça, on l'a souvent entendu. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet, finalement, de faire monter les extrêmes? Continuons ce discours et on obtiendra en effet ce que personne, a priori, sauf quelques partis politiques aujourd'hui à droite. Certainement pas moi, ma chère collègue. Ah, mais, certainement oui, pas mais moi. M. Pradier, on ne peut pas être à la fois avec M. Vauquier au national et puis être un gaulliste social. Nos invités syndicalistes, on n'a pas d'amis, parce que là, ça devient politicien. C'est surtout une obsession. Je voudrais m'exprimer là-dessus. Aujourd'hui, quand on dit, et ce discours n'est pas récent, quand on dit, en effet, le niveau national ne fait rien pour le local. J'ai été élu local, donc je connais, je sais ce dont il s'agit. On parle toujours des dotations qui viendraient, qui seraient moindres. J'ai la preuve ici qu'en ce qui concerne les dotations d'équipement des territoires ruraux, c'est en augmentation... Alors, revenons sur l'école, parce que c'est une problématique dans le Lot. Non, sur l'école. C'est en augmentation de 50 Emmanuel millions. Macron, pendant sa campagne présidentielle, a dit on ne ferme pas d'école, on les maintient. Il y a des écoles différentes, pas de classes. On ne ferme pas de classe. Sur l'école. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ce classe? Je voudrais relisez vos fondamentaux, il a parlé de classe. Je voudrais parler justement du Lot à propos de ça. Où M. Pradier, en effet, s'est beaucoup manifesté, y compris sur votre chaîne. Aujourd'hui, dans le Lot, qui a travaillé sur ce problème-là, c'est l'élu, c'est la députée En Marche. Donc vous ne connaissez manifestement même pas le nom. Sortant de la tambouille politicienne sur le fond. Si on ne peut pas parler, Non, mais il faut aller au fait. Je viens au fond. Dans la députée En Marche, que je connais parfaitement bien, qui m'a envoyé le rapport qu'elle a remis au ministre de l'Éducation, alors que M. Pradier n'était même pas présent à la réunion où elle l'a présenté. Dans les territoires ruraux, est-ce que vous la sentez également remonter de votre point de vue, Grégory Martin? Parfois on dit que les organisations syndicales ne sont pas d'accord entre elles, on arrive malgré tout à se respecter. Juste être très précis justement, puisque vous demandez ça. Prenons un exemple de la politique de M. Macron. Il nous dit qu'il faut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Qui a décidé de ça?
Est-ce que les gens sur les territoires, ils ont été consultés pour dire « Ah oui, on peut retirer ici des lits, on peut retirer des classes, etc. » On voit bien que la méthode, c'est aussi le fond et qu'on ne sait pas d'où ça vient, ces choses-là. Qui est capable aujourd'hui de dire que le statut des cheminots, c'est ce qui fait arriver les trains en retard? Les statuts des cheminots, c'est 150 millions d'euros de la SNCF, 40 milliards de dettes de la SNCF. Et on nous fait croire ce genre de choses-là. Qui peut croire une seconde qu'on peut faire que les TPE, qui sont dans les petits territoires, les toutes petites entreprises dans les petits territoires, vont mieux fonctionner parce qu'on a réduit le dialogue social dans ces très petites entreprises avec les ordonnances? Vous voyez, ce sont des choses très concrètes qui montrent que lorsque nous sommes sur un petit territoire, on a une difficulté à voir où veut en venir le gouvernement. Alors quand par ailleurs, on se retrouve avec des grandes têtes d'affiche de Coca-Cola ou de Carrefour qui vont supprimer des postes, 5200 à Carrefour, alors que c'est plusieurs milliards de bénéfices depuis des dizaines d'années. On ne comprend pas ce qui se passe à la tête du pays. Et voilà ce que disent les gens. On ne comprend pas. On veut plus participer aux décisions. Et jusqu'à aujourd'hui, manifestement, on ne leur donne pas la parole. Non, oui. Sur les écoles, la vérité, c'est quoi? La vérité, sans en faire de la polémique politicienne, parce que c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. C'est un vrai sujet. Laissez-nous aligner une phrase. Oui. La question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que dans nos territoires ruraux, l'État ne doit pas nous accompagner mieux que dans les territoires urbains? La vérité, c'est que depuis déjà 20 ans, nous avons des dynamiques démographiques en ruralité qui sont très négatives. Il nous faut le temps, élus ruraux, d'inverser la vapeur. Mais pendant ce temps-là, il faut nous donner des ballons d'oxygène. Et vous savez, Madame Imbora, on peut avoir des points de différence. Mais sur des sujets comme ça, nous devrions nous entendre. Sur les petites lignes ferroviaires, nous devrions nous entendre. Vous devriez accepter que parfois on vous dise vous allez trop loin, vous allez trop vite, c'est trop brutal. Prenons le temps de la discussion. Parce que dans le mot réforme, on peut tout mettre. Moi, je ne suis pas opposé à la réforme. Il n'y a pas aujourd'hui dans ce pays vous n'êtes pas le seul à ne pas être opposé à la réforme parce que on a entendu dans le reportage en début d'émission, oui, il faut changer, il faut réformer. Mais Laurent, qu'est-ce qu'il faut réformer majoritairement, alors d'après ceux qui sont favorables à cette réforme? Alors, on a un sondage Odoxa, France Inter, le Nouvel Obs, donc sur les sondages, une photographie évidemment. C'est un sondage qui montre que 52% des Français souhaitent une diminution du nombre de fonctionnaires et que 70% des sondés, plus de 1000 personnes, estiment qu'il faut rapprocher les statuts du public du privé. Donc, a priori, au regard de ce sondage, il y aurait donc une volonté de réforme qui existerait chez nos concitoyens. Cédric Aubert, vous l'entendez, cette volonté de réforme? Bien sûr, la volonté de réforme, moi je l'entends tous les jours. Et j'ai jamais vu que des réformes qui sont favorables aux salariés provoquent des manifestations. Repensons aux 35 heures, par exemple, à l'époque. On n'a pas vu les salariés défiler dans la rue. Lorsqu'il y a une augmentation de salaire dans une entreprise, on ne voit pas les salariés se plaindre en général. Par contre, la volonté de réforme, oui, mais dans le sens de plus de sécurité pour les salariés. Parce qu'on est dans un pays où sécurité routière, sécurité alimentaire, sécurité des entreprises, mais les salariés, eux, doivent être de plus en plus flexibles. C'est le discours qu'on entend tout le temps. Ben non, les salariés, ils ont besoin d'avoir cette fameuse flex-sécurité à la scandinave. Non, on est assouplé éventuellement, on donne des Nous sommes pour la sécurité, avec des vrais contrats de travail ou des statuts, des développements. Bien sûr, c'est pour ça que vous voulez supprimer les statuts dans la fonction publique, c'est pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Il ne faut pas nous faire rigoler. Tout le monde sait pourquoi. Aujourd'hui, à la fois, il y a un blocage de la valeur du point depuis des années. Dans le privé, c'est la même chose. Les entreprises compriment les salaires. Et le fait de rendre plus flexible, ça permet uniquement de faire repartir les salariés à zéro après des périodes de chômage. C'est votre avis, c'est votre discours. C'est l'expérience concrète que vivent les salariés tous les jours. Et c'est contre ça que nous nous battons. Il me semble, Madame Imbora, que les citoyens sont très d'accord avec la CGT, notamment les retraités qui sont obligés de travailler pour pouvoir vivre. J'espère que ce n'est pas votre cas à vous qui cumulez les indemnités de parlementaires avec votre retraite, mais malheureusement, un paquet de retraités sont obligés de travailler à côté pour joindre les deux bouts. Il faut les entendre. Ce sont des organisations syndicales comme vous qui bloquez la réforme et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le service public est dans l'état dans lequel il est. C'est-à-dire des services qui sont dégradés, des gens qui ne sont pas contents et des salariés qui sont complètement... Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage et on commence par pas le vacciner. C'est ce qui se passe. Pour réformer, pour contre-réformer comme vous voulez le faire les services publics, il faut d'abord leur ôter tous les moyens pour les mettre en difficulté et après ça dire regardez ça marche pas, on va changer les choses. C'est ce qui se passe avec la SNCF, c'est ce qui se passe avec la dégradation des voies de chemin de fer. Alors, on arrive déjà à la conclusion, une citation d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui dit « Ce qu'attendent les Français, ce sont des résultats. Nous allons donc travailler pour leur en donner. »
Cependant, il y a quand même 7 réformes à l'agenda gouvernemental jusqu'en mai. N'est-ce pas trop, finalement, Grégory Martin ? Moi, je ne vais pas dire si c'est trop ou pas assez. La vérité, c'est est-ce que ça va servir au pas de charge. Est-ce que ça va servir le progrès social ou pas? C'est ça la question. Est-ce que l'ensemble des partenaires, et sociaux, et patronaux, et les associations, les ONG, vont être associés aux travaux des parlementaires, du gouvernement pour faire pays ensemble? Parce que M. Macron oublie souvent qu'il n'a pas été élu par des macronistes. Il a été élu par des tas de gens qui ne voulaient pas voir Marine Le Pen au pouvoir. Et ils ont bien fait de l'élire pour ça. Mais par contre, ça voulait dire que le contrat, c'était prenez-nous tous autour de la table et on fait ensemble un vrai pays pour vivre ensemble. La CFDT, on y est prêt. Mais il faut que de l'autre côté, ils y soient prêts aussi. En 30 secondes, ça va être possible là, de réformer de ces 7 chantiers d'ici le mois de mai? Écoutez, de toute façon, on a été élu pour la réforme. Donc la réforme, on va la faire. Les réformes, on va la faire dans la concertation et sans mépris, comme ça vient d'être dit. Le problème, c'est que les gens attendent des résultats et qu'on sait très bien que si on n'engage pas les réformes maintenant, ils ne verront pas pendant cette mandature les résultats de ces réformes. Donc oui, des réformes, oui, en négociation, mais rien n'arrêtera le fait que nous allons réformer. Merci à vous d'avoir accepté de débattre avec nous. Nous suivrons bien évidemment à la fois ces chantiers, Laurent, mais aussi le thermomètre social et la mobilisation dans la rue. Merci à vous 4. Un débat qui se poursuit sur notre site internet et sur le blog politique. La semaine prochaine, place aux femmes. Peuvent-elles enfin prendre le pouvoir ? Nous en débattrons avec elles à l'occasion notamment de la première journée des femmes élues d'Occitanie. D'ici là, passez un bon week-end sur France 3 Midi-Pyrénées.